Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Je suis accompagné aujourd'hui du docteur Ben Luther Touéré. Bonsoir. Bonsoir Carlyle. Comment vous allez? Ça va et vous? Très bien. On reviendra avec vous sur l'actualité en RDC marquée notamment par la révision ou le changement de constitution. On n'a pas encore de visibilité, mais on essaiera en tout cas de revenir un peu sur ces différentes procédures qui s'annoncent pour l'année 2025. On a fait plusieurs débats ici, docteur, avec différents intervenants et tout. Quand vous prenez un peu du recul, est-ce que vous dites vraiment c'était l'opportunité, c'était le moment de mettre sur table ce sujet de la Constitution congolaise? Bon, la question de l'opportunité, c'est vrai qu'elle doit se poser. Elle doit se poser surtout dans le contexte que traverse le pays, notamment à l'Est. La question de l'opportunité se pose. Mais bon, dans tous les cas, il faut changer cette constitution, ou voire même réviser cette constitution. Et donc, le moment, je pense, est venu pour le faire. Et justement, comme je disais, on n'a pas vraiment de visibilité. D'autres parlent de révision, certains parlent de changement. Est-ce qu'on peut déjà avoir une réelle distinction? Et surtout, quelles sont les procédures dans ces cas-là à mettre en œuvre pour y arriver? Alors, vous savez, Carlyle, le professeur Jean-Éric Gicquel disait qu'une constitution est vivante. Elle naît, elle se développe, elle meurt. Cela signifie que la constitution n'est pas un texte statique. Elle doit s'adapter à l'évolution du temps. D'accord? C'est-à-dire qu'une constitution doit s'adapter aux réalités sociales. Et le général de Gaulle disait que la constitution c'est l'esprit et la pratique. L'esprit, parce que la Constitution doit refléter l'identité profonde du peuple auquel elle est destinée. D'accord? Et la pratique, c'est au regard notamment du fonctionnement des institutions. Est-ce qu'il existe des blocages? Est-ce qu'il existe des mécanismes qui font que l'action même du président élu ou du gouvernement ne soit pas visible sur le terrain? Et donc, oui, une constitution doit être soit modifiée ou changée. Maintenant, si on parle de la révision de la Constitution, eh bien là, il faut d'abord opérer la distinction entre le pouvoir constituant dérivé et le pouvoir constituant originaire. Dérivé, c'est le pouvoir de réviser la Constitution. Originaire, c'est le pouvoir de changer, d'élaborer une nouvelle Constitution. Et là, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Là, c'est autre chose. Okay. Voilà. Maintenant, si on veut rester dans la révision, c'est le pouvoir constituant dérivé. Voilà, le pouvoir constituant dérivé. Là encore, il y a une distinction à opérer que l'on se trouve dans une constitution souple ou une constitution rigide. Si c'est une constitution souple, sa révision ne pose aucun problème. C'est quoi une constitution souple? Une constitution souple, c'est une constitution dont la révision est presque comparable à celle d'une loi ordinaire. D'accord. Donc ne pose aucun problème. Et une constitution rigide, là pour le coup, c'est une constitution qui contient des clauses d'éternité ou des clauses d'intangibilité, donc qui vont rendre complexe sa procédure de révision. D'accord? Et la constitution de la RDC est une constitution rigide, puisqu'elle prévoit sa procédure de révision, notamment aux articles 218 jusqu'à 220 de cette constitution, et pose aussi des limites qui sont d'ordre conjoncturel et matériel. Je crois qu'on va y revenir. Justement, donc on a fait la distinction, pouvoir constituant dérivé, pouvoir constituant originaire. Voilà. Et si on se lance dans le cadre d'une révision, donc avec le pouvoir constituant dérivé, que dit la Constitution? Quelle sera la procédure? Très bien. La procédure est établie à l'article 218 de cette Constitution. Donc d'abord, qui pose le pouvoir d'initiative, c'est-à-dire c'est le président de la République, le gouvernement, le Parlement et 100 000 personnes qui peuvent, par voie de pétition, initier une procédure de révision de la Constitution. Une fois que le projet de révision ou la proposition de révision ou encore la pétition de révision a été initiée, eh bien, le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat,
vont apprécier le bien fondé donc de cette initiative, d'accord? Et ensuite, une fois que le Parlement approuve le bien fondé, eh bien, on soumet le projet, la proposition ou la pétition de révision au référendum, d'accord? Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est que on peut passer outre le référendum. On peut passer outre le référendum si le Parlement réuni en congrès, eh bien, adopte le projet ou la proposition ou encore la pétition de révision. Voilà. Ça, c'est la procédure en termes de révision, de révision, d'initiative, etc. Mais après, est-ce qu'on peut tout réviser dans cette Constitution? Donc, les caractères intangibles que vous évoquez, article 219 et 220. 220, pardon. 220, voilà. C'est sur le mandat présidentiel. Sur le mandat présidentiel, le caractère de républicain, etc. Qui a suscité un levée des boucliers de la part de l'opposition. Est-ce que vous comprenez ces craintes-là? Oui, on peut comprendre ces craintes, notamment de l'article 220, puisque... Et pour compléter la question, est-ce qu'en cas de révision, on a changement de république? La révision n'entraîne pas forcément un changement de république. Voilà. Quasiment pas du tout un changement de république, mais peut entraîner un changement de régime. On a un exemple en France, le général de Gaulle, en 1962, qui a modifié la Constitution pour que le président soit élu au suffrage universel direct, donc avoir une certaine légitimité. Eh bien, cette révision a entraîné un changement de régime, puisqu'au départ, c'était un régime parlementaire rationalisé. Vous voyez. Et avec cette révision, on est passé d'un régime parlementaire à un régime semi-présidentiel, ou un régime qui ne dit pas du tout son nom. Non, parce qu'il y a encore un débat sur le sujet. Voilà. Exactement. Donc, oui, la révision n'entraîne pas un changement de république, mais plutôt peut entraîner un changement de régime. Et en cas de changement de constitution, là, on a changement de république, et on a une procédure totalement différente avec le pouvoir constituant originaire. Exactement, totalement différent, puisque d'abord, quand on parle de changement de constitution, il faut énumérer les cas dans lesquels on peut changer de constitution, c'est-à-dire élaborer une nouvelle constitution. C'est lorsqu'il y a, par exemple, l'apparition d'un nouvel État, lorsqu'il y a, par exemple, à la suite d'une révolution ou d'une insurrection ou un coup d'État, d'accord, comme on l'a vu au Gabon, hein. Et aussi lorsque il y a blocage au niveau institutionnel, d'accord. Donc c'est dans ces trois cas-là qu'on peut parler d'un changement de constitution. Et donc comment changer une constitution? Il y a normalement deux procédés. Il y a le procédé autoritaire, bon ça on va pas rester là-dessus, mais ça s'est passé plus simple putsch. Déjà en France, en 1814 avec Napoléon. C'est bien de rappeler. La charte de 1814. Parce que le coup d'État, c'est pas seulement qu'en Afrique. Exactement, voilà. C'est une espèce de coup d'État constitutionnel, mais il y a aussi le procédé donc démocratique. Le procédé démocratique obéit à un certain nombre de règles, c'est-à-dire il faut mettre en place une constituante, ce qu'on appelle une commission qui aura la charge donc d'élaborer le nouveau texte constitutionnel. Une fois le texte élaboré, on va donc le soumettre à l'approbation du peuple par voie de référendum. Et dans ce cas, changement de république, et tous les compteurs sont remis à zéro. Exactement, tout est remis à zéro, c'est ça. Le président a fait état de la création d'une commission qui est chargée d'identifier les failles de cette constitution-là. On n'est pas dans le cadre d'un pouvoir constituant originaire, hein, c'est juste un travail en amont. Je pense que l'intention du président, c'est de changer carrément la Constitution. Ah ouais? D'ailleurs, il parle de changement. Il parle de changement. Il veut carrément changer s'il a l'idée de mettre en place une commission pour élaborer... les failles. Moi, c'est ce que j'ai vu. Le ministre de la Communication a fait une interview dans le Jeune d'Afrique, il a dit c'est pour identifier les failles. Bon, c'est un peu une bouillabaisse en fait dans tout ça, parce qu'il y en a qui disent cette commission aura la charge d'élaborer un nouveau texte, et d'autres disent pour identifier des failles. Donc on est un peu dans le tohu-bohu, on ne sait pas ce qu'ils veulent exactement. Mais moi, personnellement, je plaide pour le changement de cette constitution. Parce que cette constitution, dernièrement, il y a beaucoup d'erreurs, en fait, notamment d'écriture. Oui, oui. Et d'ailleurs, la révision constitutionnelle qui avait eu lieu en 2011 avait corrigé pas mal d'articles qui avaient été mal rédigés,
qui avait été mal rédigée. Et aujourd'hui, cette constitution constitue un vrai blocage, en fait, au plan institutionnel. Il y a des failles qu'on n'aborde pas beaucoup. La question de la langue officielle, le ministre de la Communication disait qu'il y a autour de la RDC pas mal de pays anglophones qui ont l'anglais comme langue officielle. Il souhaiterait, lui, peut-être, en plus du français, avoir les 4 langues officielles du pays aussi dans la Constitution. Ça peut être assez intéressant aussi comme idée. C'est intéressant, mais je pense que c'est un peu accessoire, en fait. C'est un peu accessoire. Je crois que le vrai problème, c'est de voir d'abord comment les institutions fonctionnent. On peut avoir la langue qu'on veut, mais si les institutions ne fonctionnent pas correctement, rien ne va se faire. Voilà. Le vrai problème, c'est celui-là. Le vrai problème, c'est de prendre encore les aspirations du peuple, l'identité profonde, en fait, du peuple dans la nouvelle constitution, si jamais changement il y a. Donc la langue, je pense que c'est dérisoire. Mais la langue, il y a aussi la question de la double nationalité, hein, c'est pas... Oui, la question de la double nationalité, ouais. Ça par contre, c'est une question qui est à prendre véritablement en compte parce qu'aujourd'hui, vous savez que c'est une question qui divise notamment l'arène politique sur la question de la congolité. Hein. C'est-à-dire que certains candidats vont être écartés en fait de la course à la présidentielle parce qu'ils ne sont pas 100% congolais ou ils n'ont pas que la nationalité congolaise. Ça, c'est de nature un peu à obérer le système démocratique. Voilà. Quelle lecture faites-vous, on va un peu élargir un peu la focale, comme on dit, de toutes ces procédures de révision constitutionnelle sur le continent qui, à chaque fois, suscitent des inquiétudes et des craintes? Vous avez travaillé un peu dessus aussi dans votre thèse. Oui, en fait, le constat est très simple. Très simple parce que quand on parle de révision de constitution, en général parce que ça intervient toujours au second mandat ou à la fin du mandat du président en place. Mais là, elle est vraiment au début de son mandat au Congo. Voilà. Mais le problème, c'est quoi? C'est que l'opposition rattache toujours le changement ou la révision de constitution à l'avenir politique du président en place. Mais on ne regarde pas le fond de l'affaire, on ne regarde pas, on n'étudie pas vraiment le fonctionnement des institutions. Et c'est toujours ce que j'ai toujours reproché à la classe politique africaine qui se contente toujours dont le seul projet est de voir le président en place partir, mais pas vraiment de voir comment fonctionnent nos institutions. Est-ce que tel ou tel article correspond bien à nos réalités? J'ai entendu d'ailleurs M. Fayoulou, qui est membre de l'opposition, qui disait que la constitution de la République démocratique du Congo ne prévoit pas de changement. Bon, c'est quand même étonnant. Aucune constitution au monde ne prévoit la manière dont elle doit être changée. Mais c'est plutôt la révision, pas le changement. C'est vrai qu'il y a une vraie méconnaissance des outils juridiques de la part des politiques. Bon, exactement. Je vous le confirme aussi. C'est ça. Merci beaucoup, docteur. Rapidement, un mot des vœux pour nos téléspectateurs pour cette année 2025 qui arrive. Merci pour votre fidélité. Et que dire, en cette fin d'année, je vous souhaite que mes vœux de santé, de bonheur et surtout, abonnez-vous massivement à la bande à Carly. Oui, merci beaucoup, docteur. Voilà. Merci. Merci en tout cas. On vous retrouvera l'année prochaine pour parler vraiment de ce sujet, hein, je pense, qui continuera d'effrayer la chronique du côté du Congo. Passez une bonne soirée, bonne fête également de fin d'année et à bientôt.